Femmes pour 2023, votre magazine politique qui vous informe et qui vous offre un espace d'expression, soit pour nous parler de votre apport pour la participation politique des femmes, soit pour nous parler de vos ambitions politiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Femmes 2023. Nous parlerons ce jour de l'apport de la DINAFEC, dynamique des femmes élues du Congo, pour une participation politique accrue des femmes. Madame Karine Konkou est sur ce plateau avec qui nous allons échanger autour de ce sujet. Elle est donc coordonnatrice de la DINAFEC. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, madame Esther. Merci. Alors, d'abord, l'écho de la centrale électorale où le président Denis Kadima Kazadi a présidé l'atelier d'évaluation des contentieux des candidatures pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Suivez cet élément. Il s'est tenu un atelier d'évaluation des contentieux des candidatures à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Le patron de la centrale électorale, Denis Kadima, a félicité les experts juristes de l'institution pour la qualité du travail battu, ce qui, à l'évidence, a contribué à redorer l'image de la CENI. J'ai suivi le contentieux dans les différentes provinces et j'ai pu constater la qualité du travail que vous avez abattu. Donc je ne peux que vous remercier parce qu'avec ça, vous avez contribué à redorer sans nul doute l'image de la CENI. Il ressort des statistiques en ma possession que 47 recours en contestation des candidatures ont été introduits devant les différentes cours d'appel. À l'issue des dits contentieux, donc, comme je l'ai dit, il y en avait 47, 44 recours ont été rejetés par les cours, soit un taux de 93 ou 93%, en confirmant la décision de la CENI, pendant que seuls 3 ont été reçus et les candidats réhabilités, ce qui représente un taux de plus ou moins 6%. Cette performance prouve à suffisance l'expertise avérée de nos experts juristes dans la gestion des contentieux électoraux et qui s'inscrit dans notre nouvelle vision de placer l'homme au centre de toute action. À travers cet atelier, l'occasion est donc donnée aux experts juristes de partager avec nous les expériences vécues dans le souci d'améliorer la prise en charge des contentieux électoraux des prochains scrutins et particulièrement ceux en rapport avec l'élection du gouverneur et des vice-gouverneurs du 6 mai, conformément à notre calendrier électoral. Signalons qu'il ressort des statistiques plus de 14 recours en contestation des candidatures qui ont été introduites devant les différentes cours d'appel de Kinshasa. À l'issue de la publication de la liste provisoire des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, suivant les décisions du 2 avril 2022, les experts juristes de la CENI ont été désignés et déployés sur base des critères objectifs pour assurer la défense de ces décisions. Enfin, cet atelier était une occasion donnée à ces experts juristes de partager avec assurance les expériences vécues dans le souci d'améliorer la prise en charge des contentieux électoraux des prochains scrutins. Alors, madame Karine Konkou, une fois bienvenue. Merci. Dynamique nationale des femmes candidates. C'est quoi la DINAFEC et quels sont les objectifs de la DINAFEC? Oui, la DINAFEC, c'est la dynamique nationale des femmes candidates, structure qui regroupe majoritairement les femmes issues des élections générales de 2018. C'est parti avec les femmes qui n'étaient pas proclamées élues, mais qui ont accepté de conjuguer leurs efforts ensemble en vue de se préparer aux échéances futures. Quoique aujourd'hui, nous avons quelques femmes élues qui nous ont rejoints parce qu'elles pensent que nous devons mener ces combats pour l'effectivité de la parité ensemble. Quels sont les objectifs de la DINAFEC? L'objectif principal, c'est d'abord de contribuer à l'effectivité de la parité à tous les niveaux dans les instances de prise de décision, quoiqu'au début c'était un mandat électif, aujourd'hui aussi pour les postes nominatifs. Et surtout que cela est consacré dans la Constitution. Tant qu'on n'y est pas encore, les énergies se mettent en place pour pouvoir y arriver. À votre actif, quelles sont les réalisations que nous pouvons retenir? La dynamique nationale des femmes candidates a mené plusieurs activités
Il y a le renforcement des capacités, par exemple, outiller les femmes politiques, parce que nous nous focalisons vraiment sur les femmes politiques, outiller les femmes politiques sur les instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux, surtout sur les notions de genre, et aussi des renforcements des capacités sur comment mener les plaidoyers et comment exercer le leadership au sein des partis politiques, mais aussi nous avons réalisé des activités qu'on a appelées campagnes de solidarité, par exemple. Comme on est toutes tendances confondues, avant la sortie du gouvernement Ilunkamba, juste après l'alternance que nous avons eue de manière historique dans notre pays, nous avons fait les pas vers les plateformes et vers les partis et regroupements politiques pour faire des plaidoyers en vue qu'il y ait plus de femmes sur ces listes de nominations. La DINAFEC milite pour la représentativité des femmes notamment. Pourquoi et comment vous le faites? La DINAFEC milite, vous pouvez répondre? Vous militez pour la représentativité des femmes en politique. Oui. Comment vous le faites et pourquoi? Pourquoi on les fait? Bon, c'est tout simplement pour voir la matérialisation de l'article 14 de notre Constitution. C'est constitutionnel. Mais la réalité sur terrain aujourd'hui est qu'il y a faible représentativité des femmes dans ces espaces de prise de décision. Alors, nous travaillons avec les parties prenantes, nous travaillons avec les décideurs, madame, pour qu'on puisse tout simplement appliquer la Constitution. On ne demande rien d'autre, mais c'est des défis énormes. La femme est sous-représentée et nous sommes là pour rappeler, nous le disons toujours, tant qu'il y aura ces écarts, nous les rappellerons chaque jour. Nous ferons cette démarche et nous voyons la volonté politique que nous saluons. Nous reconnaissons qu'il y a des avancées. Nous voyons ce souci de pouvoir tendre vers cette réalisation effective de la parité, mais c'est quand même timide et lente et nous devons toujours continuer à mener ces activités de plaidoyer. Vous étiez il y a 2 jours, quand je parle de vous, je parle de la DINAFEC, chez la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mme Gisèle Ndaya. En quoi a consisté exactement votre démarche? Oui, au fait, la dynamique nationale, c'est depuis 2020, septembre 2020, que nous travaillons sur les propositions de réformes tenant compte de la représentation paritaire homme-femme. Alors, il était très important de pouvoir aller les présenter à celle qui est la patronne du genre, la numéro 1 même sur les questions du genre dans notre nation, celle qui a dans ses attributions l'autonomisation des femmes, le mandat de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Excellence Gisèle Ndaya Luseba, repose sur ça. Donc, elle n'est pas en dehors de ces questions. Tant qu'on parle du genre, nous pensons qu'elle doit être dedans, elle doit s'impliquer pour que nous puissions avoir l'effectivité des l'article de la parité, surtout en son article 14 de la Constitution, bien sûr dans la loi électorale qui est en examen. Donc nous sommes allés lui présenter, c'est dans son mandat et nous savons qu'elle va jouer un grand rôle et de manière historique pour pouvoir accroître la participation politique des femmes, surtout pendant cette période où nous pointons vers les élections de 2023. Alors, modifier l'article 13 de la loi électorale pour y insérer le quota, le système de quota, c'est vraiment ça la priorité de la DINAFEC? Pas du tout. J'aimerais bien qu'on explique qu'on ne demande pas un quota dans cet article. Cet article, nous le disons, doit se conformer à l'article 14 de la Constitution qui parle de la parité 50-50, c'est ça le quota qui est accordé. Donc, ce que nous demandons à la DINAFEC, d'abord, il y a une avancée. Nous avons eu à travailler avec le groupe des 13 députés. Avec eux, ce qui nous posait problème, c'était la linéa. Déjà dans l'article de la loi électorale passée, il y a cet article de pouvoir présenter des listes. Mais il était aussi dit que le manque de parité n'était pas un motif d'irrécevabilité. Nous saluons le travail fait par G13. Nous avons fait le pas vers ces groupes. Ils ont mis certes la représentation des femmes. La linéa est tombée. C'est déjà un pas. On peut même dire que c'est une réforme. Mais comment est-ce qu'on va atteindre cette parité s'il n'y a pas cette contrainte? Il y a ces questionnements qui vont revenir. Est-ce qu'il revient librement aux partis politiques de présenter des listes? Qu'est-ce qui va sécuriser cette représentation dans l'article, conforme
à l'article 14 de la Constitution. Nous avons demandé pour cela une contrainte que nous avons appelée le rejet de la liste, l'irrecevabilité de la liste lorsqu'elle n'est pas paritaire. Et là aussi, nous attirons l'attention sur les concepts. Les concepts qu'on aimerait vraiment voir dans cet article 13 de la loi électorale, c'est la représentation paritaire homme-femme des listes des candidats. Mais quand on nous dit des fois prise en compte du genre, quand on nous dit des fois certains concepts, bien sûr, s'il y a 20 hommes et qu'il y a 5 femmes, c'est déjà une prise en compte du genre. Mais nous parlons de la représentation paritaire, madame. C'est une affaire constitutionnelle qui ne doit pas se négocier, qui ne doit pas se décolorer, qui ne doit pas être même expliquée. C'est tout simplement appliquer ce dispositif qui est dans la loi mère. Et chaque loi qui doit être présentée doit répondre à cet esprit. C'est ce que nous demandons les femmes, et même certains hommes, parce que ce combat n'est pas porté aujourd'hui que par les femmes, madame. Donc les combats sur l'égalité des genres, c'est un combat de société, c'est un combat. Aujourd'hui, arriver à la parité, c'est tout simplement une question de justice sociale. Il faut que cette femme qui est même majoritaire dans la population, comme vous le savez, c'est à plus de 52%, qu'elle soit représentée valablement. Et dans l'esprit de l'article 14 de la Constitution, c'est ce que nous demandons, tout simplement. Toujours dans le cadre de votre plaidoyer, vous étiez récemment à l'Assemblée nationale, notamment avec la commission genre, famille et enfants. Alors, vous étiez accompagné évidemment de votre partenaire qui est l'ONU Femmes. On n'a pas senti vraiment l'engouement des élus du peuple ou des femmes. Est-ce qu'il faut changer cette manière de sensibiliser pour que plusieurs élus adhèrent à votre idée? Dire qu'on n'a pas senti l'engouement, ça sera très difficile, ou l'intérêt porté sur ces questions. Je crois que les femmes élues sont intéressées et nous les côtoyons souvent. Elles ont cette envie de voir plusieurs femmes les rejoindre dans cet hémicycle. Parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Peut-être ce n'est qu'un début. Il faut continuer encore à travailler. Après les sessions que nous voyons en plénière, ça sera dans les commissions. Et il est important de travailler avec la commission genre. Parce que je crois que c'est elle qui a ces mandats-là de veiller sur l'égalité des droits aussi. Bien sûr qu'il y a la commission droits humains qui était là aussi avec nous, madame. Donc, nous avons échangé avec cette commission qui était représentée par Honorable Christelle Vwanga, que nous saluons cette disponibilité et la volonté. Et nous pensons que les élus, hommes comme femmes, vont porter cette question. Parce que les droits des femmes, ce sont les droits humains tout simplement. Donc, il n'y a pas à regarder qu'on passe pour les femmes quand on parle genre. Non, ce n'est pas pour les femmes. C'est pour toute une société. C'est pour les hommes, c'est pour des générations futures. Mais on voit plus les femmes parce que les hommes, ils ne se plaignent pas. Hein. Ils donnent l'impression de ne pas se plaindre, oui, et qu'il n'y a que les femmes. C'est le message qui était passé, mais ce message doit changer aujourd'hui. Que les questions des droits des femmes, ce n'est pas une question que des femmes. Tant qu'il y a des injustices, tout homme qui aime la justice ne peut pas accepter cela. Qu'il soit homme ou la femme, on doit travailler pour cette égalité. C'est moins de frustration. C'est moins de frustration dans la société. Quand il y a des frustrations, quand il y a des inégalités, on ne peut pas donner le meilleur de soi. Certes, on veut qu'il y ait le respect de la Constitution dans son article 14, ce quota de 50-50, mais des fois on a l'impression que certaines femmes qui s'engagent en politique, qui viennent sans ambition, sans projet, elles y sont par obligation ou par influence. Qu'est-ce que la DINAFEC fait par exemple avec ce genre de femmes? Bon, c'est ça même ce qui explique l'existence de la DINAFEC qui a vu le jour le 17 mai 2019. D'abord, moi, je salue que des femmes viennent. C'est important. Mais quand elles arrivent dans ce cadre, comment sont-elles accompagnées dans les partis et regroupements politiques? Parce qu'elles manifestent l'intérêt. Dans la vie, on apprend toujours. Et c'est déjà un pas positif qu'elles arrivent là. Mais c'est maintenant les partis politiques de savoir comment accompagner les femmes. Là aussi, nous faisons un travail et nous y arrivons. En dehors de ça, je suis aussi coach genre des leaders des partis politiques. Nous questionnons les instruments juridiques qui régissent les partis politiques. Comment est-ce que les questions de genre sont traitées?
Et les femmes sont là, elles sont engagées. Il faut les sensibiliser, madame. La question de la participation des femmes, de l'engagement des femmes en politique, c'est une question qui nous renvoie à questionner notre société. Pourquoi la femme vient si lentement? Pourquoi sent-elle que ce n'est pas sa place alors que c'est sa place? Vous savez vous-même, dans notre société, les normes sociales, les pesanteurs culturelles, la manière dont on éduque la femme face à tout travail qui est extérieur, en dehors du foyer, tout ça, il faut jouer, il faut travailler avec pour faire avancer les mentalités, pour faire avancer la façon de pouvoir regarder la femme, l'homme, les petits garçons et la petite fille. C'est aussi un défi pour nous, mères. Comment nous éduquons nos enfants à la maison? Comment nous éduquons les garçons et les filles? Comment est faite la répartition des tâches ménagères? Comment nous formons ces hommes en devenir, ces garçons qui sont dans nos maisons? C'est à nous de leur inculquer cette masculinité positive. Donc, je pense que cette société-là, aujourd'hui, ce n'est pas la femme seule qui doit répondre. Les femmes sont là. Si on veut avoir la parité, les femmes sont là. Et beaucoup de pays qui nous environnent dans la région, dans la sous-région, ont déjà répondu à ces questions. C'est la volonté politique, tout simplement, aujourd'hui. L'article 14 est là, mais nous sommes aujourd'hui dans une étape où nous voulons voir la réalisation, l'applicabilité de cet article. C'est ce que nous demandons. Et pour revenir vers le quota, madame, il y a la loi sur la parité de 2015 où on a expliqué les modalités qui vont nous amener dans l'application de cet article 14. Donc, tout est déjà là. C'est ce que j'aime dans notre pays. Donc, il y a déjà tout un outil qui explique comment on va y arriver progressivement. L'article 14 est là, mais les modalités pour l'application sont déjà prévues. Il y a même des mesures transitionnelles où on montre comment nous pouvons y arriver progressivement. Et on peut travailler sur cet outil sans qu'on touche à l'article 14. C'est pour des générations futures, c'est pour nous. On ne peut pas sacrifier aujourd'hui pour y amener un quota inférieur à 50 ou loin de la parité. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Les générations qui viennent, comment elles nous regarderont? On ne peut pas oser faire cela. La loi sur la mise en œuvre de la parité de 2015 a déjà répondu à toutes ces questions. Allons-y tout simplement. C'est la volonté politique. Donc, il est question de la volonté politique, l'applicabilité de l'article 14 de la Constitution. Alors, visiblement, les hommes et les femmes ne rencontrent pas les mêmes difficultés en politique. Alors, je vous propose de suivre ce mini-dossier dans lequel quelques difficultés rencontrées par les femmes sont mentionnées. Regardez. En dépit de lois et des engagements pris par la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour, les femmes restent encore très minoritaires dans la gestion de la chose publique. Et pourtant, dans le monde, les femmes représentent environ 52% de la population. Au niveau institutionnel en RDC, elles sont extrêmement mal représentées. Dans cette législation, sous le président Félix Antoine Tshisekedi, il y a 12% d'élus femmes au sein de l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales entre 10 et 12%. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à être nombreuses en politique? À cette question, il y a plusieurs réponses. D'abord, les partis politiques qui évitent de mettre les femmes sur les listes nominatives. Ajoutez à cela les obstacles contenus dans l'actuelle loi électorale pour lesquels les femmes mènent des plaidoyers afin d'obtenir modification de certains articles et introduire le système de quotas. Outre ces deux difficultés, il est également difficile pour les femmes de trouver leur place dans les partis constitués et se rendre visibles parce qu'il faut avoir beaucoup de notoriété pour pouvoir se faire repérer comme femme, potentiellement ministrable, tout en indiquant que le manque de ressources financières est aussi un problème majeur qui bloque les femmes. Dans son rapport de janvier 2020, l'Union interparlementaire classe la RDC à la 104e place sur 182 pays avec 27% des femmes au gouvernement et la 150e place sur 189 avec 12% à l'Assemblée nationale et 20% au Sénat. D'autres statistiques confirment cette tendance. 8% des femmes parmi les mandataires publics, 12% des postes de l'administration publique sont occupés par des femmes et moins de 10% dans les services de sécurité, armée, police, justice. Il est important de relever que dans le gouvernement Samalou Kondé, il y a plusieurs points positifs qui font remarquer le progrès par rapport à ses prédécesseurs. De ministères clés comme la vice-primature,
Le ministère de la Justice, celui du Travail et le ministère de Mines sont confiés à des femmes. Au-delà des difficultés énumérées si haut, il y a aussi le manque de communication, créant des femmes, même de celles qui occupent des postes de responsabilité. Elles s'intéressent peu à leur image. Beaucoup n'ont pas d'identité et ne communiquent pas sur les activités déployées. Raison pour laquelle la plupart d'entre elles, qui apportent des innovations dans un secteur donné, ne sont pas connues du grand public. Quelle solution face à ces difficultés? À vous de répondre. Madame Karine Kankou, vous avez suivi le mini-dossier. Quelle solution pour ce genre de difficultés que rencontrent les femmes? On a parlé des pesanteurs socioculturels, le facteur économique, juridique et tout. Quelle solution? D'abord, comme on l'a dit, nous saluons quand même les avancées. On vient de les dire ici, 12% à l'Assemblée, on avait commencé à 10%, et 27% dans le gouvernement central actuel. Au sein même du bureau de la CENI, que ce soit au niveau du bureau du Sénat. Vraiment, nous voyons cette volonté, mais il faut pousser encore. Il faut encore un coup de pouce. Et c'est aller vers où? L'application tout simplement de l'article 14 de la Constitution. Les obstacles, ça ne manque pas. Il y en a et nous devons tous nous y engager. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu l'engagement, l'appel à l'engagement uni pour susciter cet engagement national de toutes les parties prenantes pour accroître cette participation accrue. C'est à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau structurel, que ce soit au niveau des institutions, tous, y compris les femmes. Nous devons faire un effort pour que cette participation puisse s'accroître significativement dans le sens d'aller vers la parité. Les obstacles sont toujours là et on essaie toujours d'y travailler. Nous avons des pesanteurs culturels, nous avons... Si une femme doit venir à une réunion en politique, c'est à elle souvent qui revient la tâche de garder les enfants. Il faut trouver quelqu'un pendant ces temps qui doit rester avec ses enfants. Je n'ignore pas qu'il y a quelques hommes chanrés qui les font et nous saluons. Il y a quand même les mentalités qui ont changé. On a des hommes qui changent des pampers aujourd'hui, ce qu'on n'a pas peut-être connu bien avant nous, mais nous voulons encore que ça continue et surtout que les chefs de l'État, le président Félix est le champion de la masculinité positive. Il représente tout un pays, toute une nation qui doit avancer dans cet élan-là de pouvoir accroître la participation des femmes. Les obstacles, nous les connaissons, mais il est arrivé un temps aujourd'hui où on doit avancer, on doit faire un pas de plus pour que chacun travaille à son niveau pour mettre fin à ces obstacles. C'est des fois la manière de parler. Quand vous dites à une femme, quand vous dites à une femme, non, stéréotype, hein? Oui, donc c'est au niveau des langages, c'est au niveau des messages, même des leçons qui sont données, que ce soit dans les écoles. On sent que ça évolue, mais il faut pousser encore. La mère elle-même qui éduque, je cesse de le dire, les parents même, en famille, tous, nous avons cette responsabilité aujourd'hui de pouvoir changer cela. Je repartais un peu sur le facteur économique. Il y a certaines femmes même qui pointent du doigt aux hommes en disant qu'eux, ils ont pu se procurer de l'argent de manière peu correcte. Les femmes n'ont pas eu, je vais appeler ça occasion ou chance, non, je pense pas, mais les femmes n'ont pas eu cette occasion-là de se procurer de l'argent de cette manière. C'est pourquoi elles sont souvent butées quand il s'agit de contraintes financières pour les élections et tout. Êtes-vous de cet avis-là? Bon, je suis d'accord ou pas d'accord. Madame, on peut résoudre. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est butée des problèmes énormes du point de vue économique. Nous avons le sous-emploi. On ne va pas dire que cela ne touche que les femmes, mais la majorité, comme on vous l'a dit, il y a des inégalités dans ces espaces. Même pour l'accès au marché du travail, la femme n'y est pas vraiment à un pourcentage élevé. Et pour résoudre même ces problèmes, il y a la loi sur les financements des partis politiques dont on ne parle pas.
Déjà arriver à mettre en application cette loi et y contraindre même la représentation paritaire ou mettre un quota pour avoir accès à ces financements, si vous alignez autant de femmes, ça peut toujours aider la femme. C'est vrai, aujourd'hui, la femme est plus dans l'informel. Une grande partie des femmes entreprennent, mais plus dans l'informel. Et il faudrait réfléchir comment mettre des mécanismes de transition de ces passages de l'informel vers le formel. C'est vrai qu'il y a des défis économiques auxquels elle est butée, parce qu'à un moment donné, la campagne électorale, c'est de l'argent. Et combien nos partis politiques donnent-ils? On ne dit pas donnent-ils qu'aux femmes, mais même à tout le monde. Alors, si aujourd'hui plusieurs postes sont occupés par les hommes, plusieurs postes d'emploi sont occupés par les hommes, il y a moyen qu'en s'organisant, ils peuvent épargner et mettre de côté. Et peut-être des fois les femmes aussi, moi je suis toujours attirée de savoir, quand on finit par exemple les études, que ce soit secondaires ou universitaires, combien de temps les femmes mettent-elles à se lancer sur un marché d'emploi? C'est toutes ces questions aujourd'hui qu'il faut revenir même sur les bancs universitaires et développer avec les étudiantes qui y sont pour dire au même titre que les hommes, nous devons nous lancer sur ces marchés d'emploi. Mais aujourd'hui, on a mis même le programme de développement local des 145 territoires. Comment ramener ces programmes à la base? Nous pensons qu'au niveau aussi de l'État, au niveau des institutions, on doit pouvoir donner aux femmes ces opportunités d'accès à l'emploi et aux revenus. Et ça ne fera que bénéficier notre pays. Imaginez-vous qu'il y ait une forte main-d'œuvre des femmes. Même économiquement aussi, nous pensons que les choses peuvent changer, la croissance dans les pays. Donc c'est l'implication de toutes les parties prenantes. Madame Karine Concours, nous arrivons à la fin de notre émission. Je voudrais que vous puissiez vous adresser là aux futures candidates de ces élections qui arrivent en 2023, aux femmes qui aspirent à la politique et pourquoi pas aux élus qui doivent voter cette modification ou pas de l'article 13 de l'électoral. Merci beaucoup. Il y aura beaucoup de modifications. C'est vrai, il y a la loi, l'article 13, il y a les 18 innovations qu'on nous a présentées, mais il y a aussi d'autres scrutins. Et même, j'aimerais attirer l'attention sur les élections qui arrivent sur les gouverneurs. Pour les gouverneurs, il y a des femmes candidates. Nous appelons les députés provinciaux à pouvoir voter massivement pour les femmes parce que nous pensons que le leadership au niveau de nos provinces doit être changé. Mais quant aux femmes, je leur demande déjà de faire un pas, de ne pas rester dans l'attentéisme, de se manifester au sein des partis politiques qu'elles vont être candidates. Nous interpellons les organes qui travaillent sur les élections au sein des partis politiques de développer une politique genre pour ces élections qui viennent. Comment avoir plus de femmes sur leur liste, c'est là-bas aussi où ça doit se jouer. Quant à nos élus, nous leur disons qu'ils sont devant un rendez-vous historique qu'ils ne doivent pas manquer, de pouvoir amener notre article 14 de la Constitution dans son applicabilité stricte et totale. Et nous avons confiance à eux. C'est une question des hommes et des femmes, que ce soit les élus hommes, les élus femmes, nous comptons sur eux et que les femmes adhèrent aussi massivement au sein des partis politiques. C'est leur cadre et elles veulent bien gérer la chose publique. Cela n'est pas réservé qu'à l'homme. En tout cas, qu'elles puissent faire le pas. C'est une école où on apprend des gouvernances, aller vers les partis politiques. Elles y sont très à l'aise, mais nous demandons aux partis politiques vraiment de renforcer les notions de genre, de développer des politiques genre dans les recrutements, dans les cellules électorales, dans leurs organes de prise de décision, avoir que des ligues de femmes, la représentante de la Ligue des femmes et dire qu'on a les femmes, on n'a pas toutes les femmes. Mettez-les plus dans certains organes politiques, recrutement, tout, elles seront là pour donner les meilleurs d'elles-mêmes au même titre que les hommes. Ce ne sont que des citoyens pour la RDC. Merci Madame Karine Concours d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de la dynamique nationale des femmes candidates d'INAFEC. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, madame. À vous, femmes qui aspirez à la politique et des ambitions, venez en politique avec des vrais objectifs. Préparez-vous également financièrement, car n'attendez pas à occuper un poste public pour s'enrichir ou pour se faire de l'argent. L'œil de l'inspection générale des finances est sur tout le monde. L'IGF Jules Alinguetti ne lâchera pas l'affaire. Il est vraiment déterminé à mettre fin à la prédation financière en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, femmes, pour 2020,
2023 de ce jour est terminé. Merci de votre fidélité. À très bientôt.